Le régime communiste, il veut étendre sa sphère d'influence partout, pour dominer, pour contraindre. La conséquence, c'est qu'à vrai dire, il ne peut pas y avoir d'autres formes de pensée que celle du parti. En dehors du parti, il n'y a rien. Ce rapport, effectivement, il est très précis et il montre à quel point les objectifs du régime chinois sont aujourd'hui de séduire, puis ensuite de subjuguer, d'infiltrer et puis contraindre. Je pense que c'est un marqueur important, le premier depuis très longtemps, donc qui va produire, je pense, certains effets, y compris parmi les élites françaises et européennes. Bonjour Pierre-Antoine Tonnet. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'avoir invité. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Pierre-Antoine Tonnet. J'ai été correspondant de l'agence France-Presse à Pékin entre 1984 et 1989. Puis ensuite, j'ai été nommé à Tokyo, où j'ai également passé 6 années. Ensuite, je suis allé à Varsovie, où j'ai été directeur du bureau pendant 2 ans. Après, je suis parti à Nicosie, qui est en fait le siège de notre rédaction régionale pour l'ensemble du Moyen-Orient. Et là, j'y ai passé 5 ans en tant que rédacteur en chef régional. Ensuite, je suis rentré à Paris en mai 2005. Et là, j'ai été nommé rédacteur en chef central de l'agence France-Presse pendant 2 ans. Après cela, j'ai été envoyé à New York comme correspondant de l'AFP au siège des Nations Unies à New York. Ok, donc en fait, vous êtes l'ancien rédacteur en chef de l'AFP et aussi vous êtes aussi spécialiste de la Chine. Vous avez écrit plusieurs livres. Donc moi, je cite 2 noms, c'est Quand la Chine achète le monde et Chine, le grand prédateur. Oui. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'une enquête qui concernant la Chine, une enquête de plus de 600 pages qui s'appelle « Les opérations d'influence chinoises ». Oui. Et que pensez-vous de ce rapport? Alors, juste avant de vous dire ce que j'en pense, je voudrais préciser que ce que je vais dire aujourd'hui n'engage que moi, certainement pas l'agence France-Presse qui, bon, comme je vous l'ai dit, où j'ai passé 37 ans de ma vie et grâce à laquelle j'ai eu la chance de parcourir le monde. Donc, encore une fois, ces propos que je vais tenir m'engagent moi et pas l'agence France-Presse. Maintenant, vous m'avez demandé de commenter ce rapport. Écoutez, j'ai appris dans ce rapport quantité d'informations que je ne connaissais pas. C'est une somme de travail impressionnante réalisée par Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, qui est directeur de l'IRSEM. C'est un centre d'analyse rattaché au ministère des Armées, de la Défense. Donc, monsieur Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, il est directeur de l'IRSEM depuis 2016 et il possède un PhD de droit et de philosophie et il est chargé de mission des affaires transversales et sécurité au centre d'analyse et de prévision de stratégie au ministère des Affaires étrangères. Ce rapport est aussi le fruit du travail de Paul Charon, qui est directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'IRSEM depuis 2020. Il est docteur en études politiques de l'École des hautes études en sciences sociales et au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine. Donc, il est qualifié en études chinoises, il est titulaire d'un MBA et donc il est également formé en langue chinoise et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai appris beaucoup de choses, des choses effrayantes qui mettent à nu ce qui se passe en ce moment en Chine et à quel point les réseaux de surveillance chinois dans le monde occidental, mais aussi et surtout à Taïwan, sont assez glaçants. D'accord. Et est-ce que selon vous, ce rapport, c'est le premier en France, voire en Europe? C'est du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu, en effet. Il y a déjà eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les universités françaises et européennes, et c'est la première fois qu'il y a tant de détails sur ce qui se passe en ce moment en Chine.
Et tout à l'heure, vous avez dit justement, il y a vous avez appris beaucoup de choses effrayantes. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous citer quelque chose qui vous avait vraiment marqué le plus? Ah, en fait, je voudrais parler maintenant de l'Armée populaire de libération. Vous savez que l'APL, donc l'Armée populaire de libération, c'est le bras armé du Parti communiste chinois. Et l'APL est impliquée dans la guerre psychologique. Et à l'intérieur de l'Armée populaire de libération, il y a ce qui s'appelle la base 311. Plus précisément, c'est l'unité 61716. C'est la base de la guerre de l'opinion publique, de la guerre psychologique et de la guerre du droit. Elle a été créée en 2005 dans la province du Fujian. Cette base 311, elle est structurée autour d'une organisation bicéphale, comme partout d'ailleurs dans les rouages du parti. Il y a d'un côté un commandant et puis de l'autre un commissaire politique. Bon, comme partout dans cet organigramme, c'est le commissaire politique qui possède le pouvoir réel. Alors, cette base 301, elle est composée d'un département politique, un bureau d'édition, un bureau de recherche sur l'information et le moins important, un département de l'équipement. Qu'est-ce qu'elle fait, cette base 311? Elle est chargée de la guerre du consensus, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour orienter l'opinion publique. Donc il s'agit là en fait d'une guerre de l'opinion publique dont l'objectif est de rallier la population à l'intérieur et à l'extérieur à la cause du Parti communiste. Et cette base 301 est aussi surtout chargée d'associer à cette cause la population de Taïwan. Et en fait, on peut comprendre, en fait, il y a trois acteurs principaux, c'est l'État du parti et l'armée qui sont impliqués dans la guerre, en fait. C'est ça, tout à fait. Et à vrai dire, ce qui est le plus effrayant, c'est que cette organisation, elle a pour but prioritaire la propagande vers Taïwan. Bien sûr aussi vers les États-Unis, qui est aussi la cible prioritaire, avec notamment la tâche d'influencer les dirigeants politiques et même militaires américains. Ce rapport, il essaye de nous montrer un réseau d'influence chinois dans le monde entier, c'est ça, hein? Absolument. C'est une espèce de pieuvre qui a ses tentacules qui sont répartis un peu partout dans le monde. Le régime chinois, c'est pas la population chinoise, elle n'y est pour rien. On l'a jamais consulté, mais le régime communiste, il veut étendre sa sphère d'influence partout, pour dominer, pour contraindre. À l'intérieur de l'Armée populaire de libération, il y a aussi ce qu'on appelle le Guotia Anchuanbu. C'est le département de la sécurité intérieure. Et ce département est chargé du renseignement. Bien sûr, il est très secret. Il est très difficile de réunir des informations sur le département de la sécurité intérieure, le Guotia Anchuanbu. Mais il possède aussi des organes affiliés et des structures de couverture pour les opérations à l'étranger. À l'intérieur donc, de ce Guotia Anchuanbu, donc le département de la sécurité intérieure, il y a des agents qui se trouvent au sein de l'agence officielle de presse Xinhua, Chine Nouvelle, puis aussi à China News Service, et même, et ça c'est le plus étonnant, dans la China Travel Service. Mais est-ce que c'est-à-dire derrière les médias, il y a l'armée? Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, mais tout à fait. Donc c'est une organisation très, très complexe, mais très efficace pour retourner l'opinion publique, faire un travail d'infiltration, puis ensuite contraindre, faire plier. Donc c'est les sanctions commerciales, c'est la diplomatie punitive dont on a parlé tout à l'heure. Regardez là aussi ce qui se passe, à vrai dire. Là aussi, c'est très révélateur du fait que l'opinion publique occidentale, mais en particulier européenne, est en train d'évoluer. En décembre l'année dernière, il y a un traité sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine qui a été conclu. Et cet accord, il a été conclu après 7 années de discussions très compliquées, très difficiles.
Finalement, il a été conclu. Mais en janvier, ce traité a été soumis au Parlement européen pour qu'il le ratifie. Et qu'est-ce que le Parlement européen a dit? Nous n'allons même pas le lire, pour la simple raison qu'il se passe des choses terribles au Xinjiang. Donc, nous n'allons pas le lire, nous n'allons pas le ratifier. Et quand bien même le Parlement européen aurait adopté ce texte, après, il aurait été soumis au Parlement des 27 pays de l'Union européenne. Donc, ce traité, il est mort-né. Il n'existera jamais. Ouais. Et dans le rapport, il a aussi révélé une armée troll. Oui. Une armée de trolls de plus de 20 millions de Chinois rémunérés pour relayer la propagande de Pékin. Et on les appelle 50 centimes. Oui. Oui, c'est ça. Parce que 50 centimes par message. Ils sont rémunérés 50 centimes par message. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de cette armée? C'est redoutable parce que j'ai constaté que ces trolls, il y en avait à Taïwan. Donc, ces trolls donc, du continent chinois, ils sont sur place à Taïwan, à Taipei. Donc, c'est effrayant. Et comment est-ce qu'on peut en arriver dans une situation où des espions, donc des agents du régime chinois, ont infiltré Taïwan? Donc, c'est très grave. Et je crois que là aussi, le gouvernement taïwanais a réalisé à quel point l'infiltration était très grave au sein même de l'île qu'on appelait à l'époque Formose. Je pense qu'il y a une prise de conscience progressive. Ça prendra encore du temps. Donc ce rapport, comme vous l'avez dit, provient de deux chercheurs dont l'un est l'émanation directe du ministère de la Défense français. C'est très important parce qu'il participe justement à cette prise de conscience. Pas tellement de la population française, parce que bon, elle s'intéresse relativement peu. Je pense que pratiquement personne chez le commun des mortels en France va lire ce rapport, parce qu'il est, pour ceux qui ne connaissent pas la Chine, il est très indigeste, ils n'y comprendront rien. Mais au ministère des Affaires étrangères, il y a ce qui s'appelle le bureau Asie, et lui, bien sûr, il va regarder ça de très très près, et ensuite l'information va remonter, je pense, jusqu'à Emmanuel Macron. En fait, ce rapport, c'est vraiment très important, en fait, pour pas seulement la France, l'Europe, et aussi le monde entier. Oui, c'est une sorte de marqueur. Si vous voulez, c'est une pierre blanche sur ce chemin vers la prise de conscience de ce qui se passe. En chinois, on dit une pierre provoque 1000 vagues. Voilà. C'est ça? C'est dans ce sens-là? Oui, une pierre provoque une vague et même déplace les montagnes. D'accord, c'est un début de changement en fait. Voilà. Ok. Et aussi quand on parle de ce rapport, aussi j'aimerais juste citer quelques phrases parce que la position de ce rapport est très très claire par rapport à la position avant que ce qu'on a connu du gouvernement français. Donc dans ce rapport, il a dit le régime chinois, c'est un régime autoritaire, un parti politique léniniste soutenu par d'énormes ressources économiques, technologiques et militaires qui cherchent à saper toute opposition tant au pays qu'à l'étranger. Oui. Et comment vous pensez de cette position si claire? Écoutez, en fait, ce rapport, effectivement, il est très précis et il montre à quel point les objectifs du régime chinois sont aujourd'hui de séduire, puis ensuite de subjuguer, d'infiltrer et puis contraindre. Donc, je vais vous parler quelques minutes, parler un peu sur tous ces points. Alors, séduire. Le régime chinois, il utilise la tradition chinoise. Il utilise même le terme de bienveillance, qui est un peu curieux quand on voit ce qui se passe. Et surtout le levier de la puissance politique et économique. Donc, le régime chinois, il met en avant ce qui s'appelle le modèle chinois. Le régime en fait usage en mettant en avant la croissance économique spectaculaire de la Chine depuis 1978. Et 1978, ça a été la date des premières réformes économiques qui ont été lancées à l'époque par Deng Xiaoping. Alors ensuite, façonner l'ordre mondial.
Ça, c'est l'étape qui vient après. Et elle est effrayante. Cette tâche, elle est très compliquée à mettre en œuvre. Il s'agit donc d'une dynamique à long terme. Mais vous savez bien que la Chine, depuis très longtemps, elle a le temps long. C'est-à-dire, le court terme est important, mais pas très important. Ce qui compte, c'est planifier sur 10 ans, 20 ans, 50 ans plus tard. Ensuite, il y a la stratégie du désordre. Et là, c'est vraiment glaçant parce que le but recherché est de semer le doute, la confusion dans l'opinion publique. Et c'est une entreprise qui est lancée déjà depuis plusieurs décennies, mais qui se renforce ces dernières années. Et elle est confrontée à en fait une menace existentielle pour le Parti communiste chinois. Je veux parler là des valeurs universelles, que sont la démocratie, les droits humains, les libertés individuelles, une justice indépendante, le multipartisme, la liberté d'expression et une presse indépendante. Tout ça, évidemment, le régime chinois n'en veut pas. Depuis longtemps d'ailleurs. Déjà, Deng Xiaoping avait déclaré à l'époque oui aux investissements étrangers, oui à l'ouverture économique, mais non aux idées occidentales. Il avait dit vous fermez la porte, si vous ouvrez une fenêtre, il y a des mouches qui rentrent. Et alors, je voudrais parler maintenant de la puissance. C'est là le principal ressort de la séduction chinoise. Elle s'articule autour des prouesses technologiques de la Chine, qui sont, c'est vrai, spectaculaires. Alors, dans des domaines comme la conquête de l'espace, les TGV, les voies ferrées à haute vitesse, et là, on peut en parler si vous voulez, mais je pense que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le nucléaire civil, là aussi, c'est impressionnant, parce que les ingénieurs chinois maîtrisent maintenant toute la chaîne de technologie entre la conception des centrales nucléaires, la mise en œuvre et l'exploitation. C'est incroyable. C'est grâce à l'aide des pays occidentaux ou des vols. Tout à fait, bien sûr. C'est Framatome et EDF. C'est aussi les Japonais. Et c'est même les Américains, si vous regardez bien ce qui s'est passé. Alors, encore 2-3 minutes pour vous expliquer après. Il y a infiltrer et contraindre. Alors là, il ne s'agit plus de séduire, mais il s'agit de faire plier, contraindre par la force si nécessaire. On y retrouve là la diplomatie punitive, coercitive. Alors, les domaines d'application, il y en a plusieurs, mais l'un d'entre eux, c'est la diaspora chinoise à travers le monde. Et comment fait-on? On rassemble cette diaspora chinoise autour du nationalisme ethnique, le besoin de servir les intérêts de son pays d'origine. Et en filigrane, c'est servir les intérêts du Parti communiste chinois. Alors, les moyens utilisés, il y en a plusieurs. Hein. C'est des campagnes transnationales de répression. C'est l'utilisation des médias comme vecteurs pour établir un nouvel ordre mondial. On en a parlé tout à l'heure. Il y a les médias, donc les vecteurs d'influence au service du parti État. Alors, on a dit l'agence Chine Nouvelle, Xinhua, la CCTV, donc en fait c'est la chaîne de télévision d'État qui, le soir, lors du journal télévisé, on vante les mérites du régime communiste, le seul d'ailleurs en Chine, comme vous le savez très bien. Et ensuite, il y a le China Daily, il y a le Global Times, la CGTN. La CGTN, je peux en dire juste quelques mots. C'est l'émanation de la CCTV, c'est une filiale qui diffuse des émissions en plusieurs langues, 5 ou 6 langues, dont bien sûr l'anglais, mais aussi le français. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année dernière, la CGTN a été expulsée du sol britannique. Parce que le gouvernement de Boris Johnson avait fait une enquête et s'était rendu compte que la CGTN ne respectait pas l'éthique du journalisme. La CGTN avait diffusé des aveux forcés de Britanniques et d'autres Occidentaux qui ont dû avouer des crimes qu'ils n'avaient jamais commis en face des caméras de la CCTV et donc qui avaient été retransmis par la CGTN. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
la direction de la CGTN s'est tournée vers la France en disant, écoutez, voilà, on voudrait émettre, nous, à partir du sol français. Et donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, s'est penché sur la question. Et je me souviens très bien parce que je me suis intéressé à ce sujet pendant plusieurs mois. Et j'ai contacté le CSA en leur disant, mais vous savez, c'est honteux, comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? France 24 est interdit sur le sol chinois. France 24 ne peut pas émettre en direction de la Chine populaire. Et la CGTN est autorisée à émettre à partir du sol français vers toute l'Europe. Donc, où est la réciprocité? Et donc, le CSA a expliqué ensuite que il n'avait pas le choix, il était obligé d'accepter les émissions de la CGTN à partir du sol français pour une raison toute simple, c'est que la CGTN émet à partir d'un satellite qui est européen. Donc, il n'y avait pas moyen de couper le signal. Mais le CSA a bien expliqué qu'il allait rester vigilant, qu'il allait bien regarder ces émissions de la CGTN. S'il y avait des preuves manifestes dans ces émissions que la CGTN violait l'éthique du journalisme, là, ils allaient couper le signal. C'est pas très simple, parce que si on coupe le signal de la CGTN de ce satellite, il faut qu'il y ait un feu vert du Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. C'est assez compliqué. Et l'étape d'après, elle est encore plus compliquée. Il faut que le Parlement français se penche sur la question. Ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, s'il y a un feu vert du Parlement français, donc des mois après, c'est transmis à la Commission européenne. C'est très très long. Mais le cheminement est en cours. D'accord. En fait, c'est-à-dire la Chine, elle sait bien comment profiter le système démocratique pour faire sa propagande, enfin pour imposer son modèle. Oui, oui, tout à fait. Mais pour reparler de la CGTN, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les émissions en français de la CGTN sont très peu regardées. Très peu de Français regardent les émissions de la CGTN. Son influence est très limitée. Oui, son pouvoir de nuisance est très limité. Oui. Et en fait, dans ce rapport, il a aussi révélé le bureau 610. Le bureau, c'est-à-dire c'est très secret et très occulte et sans aucune base légale. Le but, c'est pour lutter contre le Falun Gong. Vous connaissez le Falun Gong? Oui. Je connais le Falun Gong, mais je ne le connais pas très bien. Ce que je peux en dire, c'est que bon, il y a à peu près 5 millions de pratiquants du Falun Gong en Chine, et que donc c'est un mouvement qui, pour le Parti communiste, est devenu une menace. Et c'est pour ça que le Falun Gong est depuis des années persécuté en Chine. Et même pour les pratiquants de Falun Gong en dehors de la Chine, c'est-à-dire dans des pays libres, ils sont, c'est-à-dire surveillés. Et que pensez-vous de cette surveillance omniprésente du PCC? Là aussi, c'est vraiment effrayant, parce que là, on voit très bien que les moyens de surveillance des structures chinoises à l'étranger sont considérables. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que le Falun Gong existe encore à Hong Kong. J'avoue que je ne comprends pas comment c'est possible. Et je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps. Alors, vous savez mieux que moi que l'une des émanations du Falun Gong, c'est ce journal en anglais, Epoch Times. Et Epoch Times, il est imprimé à Hong Kong. Il y a quelques mois, j'ai bien vu qu'il y a des bandits, des brigands, en fait, les triades chinoises, qui ont dévalisé, détruit l'intérieur du bâtiment de Epoch Times. Je vais juste vous donner certaines informations, peut-être ça peut vous aider de comprendre un peu plus la situation en Chine et à Hong Kong. Par exemple, en Chine, la persécution contre Falun Gong, c'est depuis 1999. Et jusqu'au maintenant, c'est-à-dire quand le président Jiang Zemin qui veut lancer la persécution contre les pratiquants de Falun Gong, il a dit pour 3 mois, il veut éradiquer. Et maintenant, plus de 20 ans passés, le Falun Gong existe toujours en Chine. C'est-à-dire les pratiquants de Falun Gong toujours là. Et même vraiment en dehors de la Chine, il y a beaucoup de pratiquants de Falun Gong. Donc, il ne peut pas contre une croyance
des gens qui veulent être quelqu'un de bien, authenticité, bienveillance et tolérance, c'est un combat, selon moi, il ne peut jamais gagner. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je suis assez d'accord. Je ne lis pas dans la boule de cristal, mais c'est vrai qu'en fait, le Falun Gong, qui était une sorte d'éveil spirituel, d'éveil sur le monde, mais il n'y a pas que le Falun Gong. Il y a aussi les chrétiens, les catholiques, les protestants, mais surtout les catholiques. Là, ça va très très loin parce qu'en fait, il y a un débat. Est-ce que le Vatican doit reconnaître le régime chinois? Vous savez que le Vatican, en fait, a des relations diplomatiques avec Taïwan. Donc ce débat dure depuis des années à l'intérieur du Vatican. Faut-il ou non se rapprocher de Pékin? Et le régime chinois, évidemment, tend les bras au Vatican, parce que pour eux, ce serait une victoire diplomatique majeure contre Taïwan. Vous savez qu'il n'y a plus que 15 États qui ont des relations diplomatiques avec Taïwan. Ça a dégringolé ces dernières années de façon stupéfiante. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que les chrétiens sont persécutés sur le sol chinois. On ferme des églises, on emprisonne des prêtres. Si on laisse les églises ouvertes, on remplace la croix par un portrait de Xi Jinping. C'est effrayant. La conséquence, c'est qu'à vrai dire, il ne peut pas y avoir d'autres formes de pensée que celle du parti. En dehors du parti, il n'y a rien. Et donc ça explique la persécution contre les Falun Gong, contre les Ouïghours, contre les Tibétains et même les Mandchous. Parce qu'en fait, vous savez très bien que la dernière dynastie chinoise était Mandchoue. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus que 2 ou 3 locuteurs de la langue mandchoue en Chine. Donc l'assimilation a été complète. Alors ensuite, l'assimilation, elle a été au Tibet. Elle a commencé en 1950, en octobre 1950, quand il y a eu 80 000 soldats de l'armée populaire chinoise qui se sont lancés à l'assaut du plateau tibétain. Depuis, la persécution, elle n'a jamais cessé. Elle était épouvantable pendant la révolution culturelle, où tous les monastères, tous les temples ont été fermés, pillés, avec des trésors tibétains qui ont été détruits. Ensuite, c'était en 1982, le secrétaire général du Parti communiste, Hu Yaoban, a fait une tournée au Tibet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pleuré. Il a dit, regardez ce que vous avez fait au Tibet. Vous vous rendez compte? Ça a été le seul à faire ça, parce qu'après, c'était terminé. Et aujourd'hui, vous le savez bien, hein, le régime chinois de Xi Jinping, son objectif, c'est d'éradiquer complètement l'identité tibétaine. Oui, oui. En fait, c'est pour ça, maintenant, c'est un moment crucial quand même pour tout le monde comprendre. Laissez-moi juste ajouter quelque chose sur le Tibet. Ouais. Aujourd'hui, au Tibet central, mais aussi dans les marches tibétaines qui ont été rattachées aux provinces chinoises, vous savez, le Kham Lhamdo, dès l'école primaire, on n'enseigne plus le tibétain. On n'enseigne que le mandarin. Donc, l'objectif est de détruire l'identité tibétaine. Et vous venez de le dire, effectivement, c'est un moment crucial, parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça s'étend aux Ouïghours, au Xinjiang. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, si jamais la Chine a réussi à imposer son modèle dans le monde entier, ça doit être une catastrophe pour tout le monde. Alors, juste pour parler des Ouïghours, vous savez, en 2015, quand Xi Jinping a lancé le mouvement de répression contre les Ouïghours au Xinjiang, il pensait que ça ne se saurait jamais à l'étranger, qu'ils allaient garder ça secret. Alors, en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé, parce que depuis maintenant 2 ans, il y a des Ouïghours, mais pratiquement que des femmes, qui ont réussi à fuir la Chine et qui parlent. Elles prennent la parole, elles parlent devant les caméras, elles expliquent ce qu'elles ont vécu. Ce qu'elles ont vécu, c'est des viols collectifs, des stérilisations forcées. Et la stérilisation forcée, ça, c'est un critère retenu aux Nations Unies en 1948 sur ce qui constitue ou non un génocide. Il y a les stérilisations forcées. Et hier soir, en fait, la chaîne France 2 a diffusé une émission qui a duré 1 heure
justement, ces jeunes femmes ouïghours ont témoigné, elles ont expliqué ce qu'elles ont vécu, la tragédie qu'elles ont vécue. Et certaines d'entre elles disent, elles l'ont dit devant les caméras hier soir, elles n'en dorment plus. Ces années terrifiantes, elles ne peuvent pas les évacuer de leur cerveau. Leur vie a changé pour toujours. Ouais, ça, je peux vraiment bien comprendre parce que moi je viens de la Chine continentale. Je sais que comment ça peut, comment dire, rentrer dans notre cœur le plus profond, en fait, nous blesser dans ce sens-là, ouais. Oui, alors, je voudrais juste rajouter que, donc aujourd'hui, Xi Jinping avait pris le pari que la puissance chinoise économique allait finalement bouleverser l'ordre mondial. Mais il va perdre pour une raison toute simple. C'est que aujourd'hui, les terriens partout dans le monde ont une soif de connaître. L'information circule. Les gens savent. À l'intérieur de la Chine, peut-être moins, mais même à l'intérieur de la Chine, il y a toute une série de techniques pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. Il y a les VPN, ils arrivent à savoir que ce combat-là, M. Xi Jinping, qui est né en 1953 comme moi, qui a 68 ans, il a perdu cette guerre. Bah justement, le président Xi Jinping, on peut dire, le régime chinois pense que la Chine, c'est-à-dire, il pense les pays occidentaux ou les pays démocratiques sont en déclin. Ouais, et c'est la Chine qui est devenue le premier puissance, c'est-à-dire vraiment le chef de file d'un nouvel ordre mondial. Vous savez, Xi Jinping, c'est le soleil de l'humanité, c'est le grand sauveur des terriens. Bon. Mais non, mais ça, je vais continuer. C'est tout le contraire parce que qu'est-ce qui se passe? Les valeurs universelles, elles ont été elles intègrent les régimes d'une bonne partie du monde, celles que je vous ai dit tout à l'heure, la démocratie, la liberté d'expression, une presse libre, une justice indépendante, le multipartisme et les droits humains. Les droits humains, c'est intéressant parce que le régime chinois a sa propre conception des droits humains. Il dit une chose très simple, il dit qu'est-ce qui est plus important, manger à sa faim ou avoir des libertés individuelles? C'est vrai que le débat peut se poser. Il existe d'ailleurs depuis très très longtemps. À l'époque, sous les Romains, on disait du pain et des jeux. Donc ça rebondit aujourd'hui et le régime chinois dit du pain, manger. Les libertés individuelles, ça vient après. Si un jour ça arrive, je ne sais pas d'ailleurs. C'est ça la conception du gouvernement chinois des droits humains. Aujourd'hui, le peuple chinois, qu'est-ce qu'il lui reste comme choix? Il n'y en a qu'un seul, c'est celui de consommer. Il n'y en a pas d'autre. Il est extrêmement surveillé. Vous savez, il y a à peu près 400 millions de caméras qui sont dotées du logiciel de reconnaissance faciale. D'ailleurs, ce système, il a été... il a débuté au Xinjiang. C'est au Xinjiang que les autorités chinoises ont expérimenté ce système de reconnaissance faciale et ensuite il a été généralisé à l'intérieur de la Chine. Donc ça veut dire une chose toute simple, c'est que ces caméras sont partout dans les grandes villes et les villes moyennes en Chine. Quand vous sortez dans la rue, il suffit de lever les yeux, vous voyez très bien que ces caméras, d'ailleurs elles s'orientent, elles ont un zoom, donc elles peuvent identifier votre visage, vos yeux. Et alors, vous ne traversez pas dans les passages piétons dans la rue. Vous êtes filmé et le lendemain, on vous appelle en disant que vous allez avoir une pénalité. Vous jetez un mégot sur un trottoir, pareil, on le voit. Vous allez être pénalisé. Vous crachez par terre, pareil. Donc c'est vraiment effrayant. Alors, finalement, qu'est-ce qui reste au peuple chinois pour exprimer une sorte de liberté? La seule liberté, la toute dernière, c'est se coucher sur le banc et ne rien faire, garder le silence. En chinois, on dit trumping. Et donc, ce sont des jeunes, essentiellement, ils s'allongent, ils ne disent rien. Qu'est-ce qu'on peut faire contre eux? Il n'y a rien à faire. Donc là, c'est le régime chinois qui est pris au piège. Et
là aussi, je voudrais dire quelques mots. Quand le gouvernement chinois a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en juin l'année dernière, tout ça pour réduire au silence toute l'opposition des jeunes démocrates de Hong Kong. Bon, vous savez ce qui s'est passé après. Il y a eu des arrestations. Il y a plusieurs centaines de jeunes démocrates, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui croupissent dans les prisons. Certains ont déjà été condamnés. Les autres attendent encore leur procès. Mais qu'est-ce qu'avait dit Deng Xiaoping en 1984 quand la dame de fer, Margaret Thatcher, était venue à Pékin pour négocier? Alors nous, les journalistes étrangers accrédités à Pékin, on pouvait assister aux 10 premières minutes des entretiens. Après, on ouvrait la porte et on nous demandait de gager. Mais c'est très important parce que finalement, dans ces conversations, souvent, il y a des messages qui sont exprimés à destination donc, des journalistes qui se font le relais pour savoir à l'opinion publique à l'extérieur ce qui a pu se passer. Et donc, pendant cette discussion, au grand hall du peuple, après on a su ce qui s'était passé, parce qu'après les 10 premières minutes, donc on est parti, mais le gouvernement britannique a rendu public la teneur des entretiens. Et pas tout, mais une partie. Et donc, Madame Margaret Thatcher a dit à M. Deng Xiaoping, vous savez, la colonie britannique de Hong Kong, on voudrait la garder. Et donc, à l'époque, on l'appelait le petit patriarche chinois. Il a regardé Mme Margaret Thatcher et il lui a dit, mais il n'en est pas question. Ça, c'est pas possible. Et si vous refusez d'abandonner, de rétrocéder Hong Kong, nous ferons deux choses très simples. On va couper l'alimentation en eau de Hong Kong et on va couper l'alimentation électrique à Hong Kong. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez avoir plusieurs millions de Hongkongais dans les rues et vous allez avoir une crise sociale et vous n'arriverez pas à la maîtriser. Donc Margaret Thatcher, elle a compris le message. Donc je m'excuse du terme, elle ne portait pas de culotte, elle portait une jupe, mais elle avait ses culottes. Et alors après, c'est son homologue chinois, le Premier ministre Zhao Ziyang. Ils ont été ensemble derrière un long pupitre pour signer la déclaration conjointe britanno-chinoise sur la rétrocession de Hong Kong à la Chine, avec ce fameux slogan qui avait été inventé par Deng Xiaoping, un pays, deux systèmes. Et dans cette déclaration conjointe, la Chine s'engageait à permettre aux habitants de Hong Kong de bénéficier d'un régime semi-liberté pendant 50 ans. C'est ça. Et ensuite, en juin l'année dernière, la loi sur la sécurité nationale trahit en fait cette déclaration conjointe d'un pays de système. Ce concept est mort. C'est fini, il n'existe plus. Et quelle a été la conséquence? La conséquence a été à Taïwan, parce qu'en fait, le gouvernement chinois avait dit aux autorités taïwanaises, voilà, un pays de système, ça permet pour nous de dialoguer, de voir ensemble comment on peut trouver un arrangement. Et comme il est mort, aujourd'hui, c'est terminé. Donc, quand on voit les sondages de la population de Taïwan, plus de 85% des habitants de Taïwan ne veulent plus qu'il y ait la moindre discussion sur retour à la mère patrie, si on veut dire, de Taïwan au continent chinois. Mais c'est vraiment, comment dire, difficile à croire. C'est-à-dire la Chine rejette toutes ses promesses, en fait. Il ne respecte jamais toutes ses promesses. Ben, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, la Chine ne respecte pas, enfin pas le peuple chinois encore, je voudrais faire la différence, il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame, mais le régime chinois trahit ses engagements, ne les respecte pas. Et l'Occident a été suffisamment naïf pour croire ses promesses. Et là, je voudrais dire encore autre chose, parce que ça aussi, c'est une illustration de ce qui s'est passé. En 2001, la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Elle en est devenue membre. Et pourquoi? Sans l'aide des États-Unis, elle n'aurait jamais pu devenir membre de l'OMC. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, les autorités chinoises n'ont pas respecté les promesses qu'elles avaient écrites dans leur candidature à l'OMC.
Donc là aussi, il y a eu trahison. Et pour les Américains, ça a été un signal qu'en fait, on ne pouvait pas faire confiance. Ouais. Je vais me permettre de rajouter quelque chose, parce que ça, c'est tout récent. Il y a 2 jours, des officiers supérieurs de l'armée américaine ont rencontré des officiers supérieurs de l'armée populaire de libération. Ils ont parlé pendant 2 jours. Et ça, c'est unique depuis très longtemps. Donc, je pense que de part et d'autre, on a compris qu'il était très important de se parler sur le plan militaire. Ça, c'est un changement. Où ça va aller, je ne sais pas. Mais Anthony Blinken, ce matin, 1er octobre, vous savez que c'est la fête nationale de l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung à Pékin. Ce matin, Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, a envoyé un message de félicitations au gouvernement chinois. Et il y a une différence fondamentale, parce que chaque année, les États-Unis envoient un message de félicitations. Mais Mike Pompeo, donc son prédécesseur, lui, il avait envoyé le 1er octobre de l'année dernière un message au peuple chinois. Et là, Anthony Blinken a envoyé un message au gouvernement chinois pour le peuple chinois. Donc, il y a un changement. Jusqu'où on va aller, je ne sais pas. Mais il y a un désir de part et d'autre de faire en sorte qu'on puisse éviter un conflit. D'accord. Par exemple, là, ce rapport, ça vient aussi de l'armée, on peut dire, quand on parlait de l'armée aux États-Unis, et là, c'est l'armée en France. C'est-à-dire, pour beaucoup de monde, c'est clair, c'est une guerre lancée par le gouvernement chinois. On est dans une guerre, en fait. Oui, tout à fait, mais je vous ai dit, cette guerre, la Chine l'a perdue. Ouais. Et par rapport aux médias, infiltration des médias, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, par exemple, China Watch essaye d'acheter des pages dans les colonnes du Figaro et d'autres journaux. C'est ça. Oui, mais oui, c'est intéressant ce phénomène. China Watch, en effet, achète une page de publicité, de publi rédactionnel, comme on dit dans le langage journalistique. Ça s'est fait effectivement sur les pages du Figaro, il y a quelques années. Et, où, là, on vante les mérites de la Chine, ses succès économiques. On dit que, enfin, j'exagère un peu, mais on dit que la Chine, c'est le paradis sur Terre. J'exagère, mais bon, en gros, c'est ça. Et à l'époque, il y avait une raison tout à fait simple à expliquer, c'est que la presse française, comme ailleurs dans le monde, elle est en difficulté. Il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de sous. Et donc, quand on vient offrir beaucoup d'argent pour une page dans le journal, ben, on hésite et puis on finit par accepter. Mais c'est fini, ça aussi. Depuis maintenant 2-3 ans, vous ne verrez plus de reportages dans les journaux français. Ok, donc ça, c'est en train de terminer. Ces influences, ok. Et par rapport, par exemple, Institut Confucius, parce que par les universités, dans les universités, des infiltrations, c'est-à-dire la Chine quand même essaye de transmettre ses idéologies. Oui. Alors, les Instituts Confucius. Alors, les Instituts Confucius, il en existait jusqu'à une période récente 548 dans 154 pays. Alors l'idée de base à l'époque, quand on a commencé à ouvrir les instituts Confucius, c'est que ça pouvait s'apparenter aux alliances françaises, au British Council ou aux instituts Goethe en Allemagne. Donc les instituts Confucius, leur programme, c'est des cours de langue, des cours de civilisation, des cours d'histoire, de philosophie chinoise. Mais en même temps, ces instituts Confucius, ils essaient de nouer des partenariats dans les universités, partout aux États-Unis, en France et ailleurs, et donc des universités d'excellence. Donc le but est de recruter des étudiants de haut niveau, en France, français, pour constituer un réservoir de cerveau. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? En fait, dans la réalité des choses, ce sont des centres de propagande.
c'est un cheval de Troie où l'on montre, par exemple, pendant ces cours de langue ou de l'histoire, surtout de l'histoire de la Chine, on montre des cartes géographiques où Taïwan fait partie du continent chinois. C'est intégré, c'est une province. Donc, pendant ces heures d'enseignement, donc de langue, de philosophie, d'histoire, il y a 3 tabous, dont les professeurs qui sont payés par le Hanban, donc par le gouvernement chinois. Il y a 3 tabous. Taïwan, le Tibet, la démocratie. Je pense que maintenant, il y en a un 4e, c'est le Xinjiang. Et c'est le Falun Gong le 5e. Et voilà, c'est ça. Donc, il faut se souvenir que le 30 octobre 2019, le directeur de l'Institut Confucius de Bruxelles, M. Song Xining, il a été privé de visa en Belgique et interdit de séjour dans 26 pays de l'espace Schengen. Tout ça pour 8 ans, pour atteinte à la sécurité nationale. Donc, à vrai dire, le gouvernement belge avait fait son enquête et s'était rendu compte que dans cet institut Confucius de Bruxelles, M. Song Xining était un espion. D'accord. Donc, c'est vraiment sous prétexte d'échange culturel, apprentissage de la langue, il essaye de pas seulement imposer ou transmettre leur idéologie, et aussi repérer, cibler des hauts talents. Oui, voilà. Oui, en fait, il constitue un réservoir de cerveau. Tout à l'heure. Mais bon, M. Song Xining, il a bien sûr nié les faits, il a dit que c'était pas vrai. Mais même, c'est-à-dire, lui, il a identifié, c'est comme espion. Mais comment ça se fait en France? Il y a quand même 17 instituts Confucius ouverts. Oui, c'est vrai. Mais on commence à les fermer, hein, vous savez. Ils ferment les uns après les autres, mais il y en a quelques-uns qui ouvrent leurs portes. C'est étonnant, ça. Ouais, c'est très étonnant. Et donc, tout récemment, il y en a un qui a ouvert à Pau, dans la ville de Pau. Et j'ai regardé un peu ce qui s'est passé. Il y a eu 40 000 € de subvention de M. Bayrou, payés par la commune de Pau et la communauté de l'agglomération de Pau. Et tout ça pourquoi? L'Institut Confucius de Pau, il y a 35 étudiants. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a pas une, pas surveillance, mais il n'y a pas quelqu'un au moins dans l'organisation en France. Il n'y a pas des organismes? Si, bien sûr. Bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a un examen en cours de ce qui se passe dans ces instituts Confucius. Et ils ferment les uns après les autres. Mais comme je vous l'ai dit, il y en a 1 ou 2 qui sont ouverts. Mais si on regarde la balance, il y en a beaucoup plus qui ferment que ceux qui ouvrent. Parce que ce que vous avez donné comme exemple, Pau, normalement, Institut Confucius, c'est la Chine qui paye tout. Et là c'est au contraire. C'est-à-dire, c'est le gouvernement chinois, le Hanban, qui paye les professeurs. Donc, ils sont stipendiés par le gouvernement chinois. Mais pour ouvrir ces instituts Confucius, c'est vrai qu'il y a des subventions des communes, des agglomérations de communes qui viennent apporter de l'argent. Ouais, ça c'est vraiment grave. C'est-à-dire pas seulement les Français sont pris dans un piège. Et de plus, donner des subventions, utiliser les... c'est l'argent des Français. Oui, c'est ça. C'est les Français qui payent des impôts, d'où on tire des subventions. Bah ouais, pour la loi d'éducation idéologie communiste chinois. Voilà. C'est difficile à croire. Et par rapport le rapport aussi, j'aimerais vous citer un passage dans le rapport, parce que selon le rapport, le régime chinois construit un front uni pour défendre ses intérêts. Ouais. Par exemple, il a cité un exemple, c'est le canard enchaîné. S'interroge, quel autre pays que la Chine populaire coopte autant d'anciens hauts dirigeants de la planète entière? Il a cité 2 anciens premiers ministres français, Raffarin et de Villepin, et aussi un ancien premier ministre britannique, allemand et australien. En fait, la liste concerne presque tous les pays. Et comment vous pensez de ce front uni mondial? Le front uni, il existe depuis très longtemps déjà. Donc, c'est une organisation qui est très rodée.
qui expérimentent ces techniques depuis plusieurs décennies. Et donc le but, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est effectivement rallier à la cause du parti des dirigeants étrangers, dont vous en avez cité quelques-uns. Je ne vais pas rappeler ce que vous avez dit. Et alors, il y a là aussi les routes de la soie, si vous me permettez d'en parler un tout petit peu. Oui, en fait, là, je vais. Peut-être on peut d'abord parler de Huawei par rapport justement. Oui, par rapport à comment identifier, cibler. Parce que justement, les fonds unis, c'est le Parti communiste chinois, il essaye d'identifier les personnes qui peuvent influencer. Donc, comment identifier ces personnes? C'est à travers des entreprises chinoises qui peuvent collecter des informations. Donc, comme TikTok, Huawei, WeChat, ce sont des entreprises qui peuvent avoir toutes ces données. Alors, pour Huawei, là, j'ai pas pris de notes, mais je vais vous en parler. Huawei, c'est son CEO, donc le fondateur de Huawei, c'est Monsieur Zheng Zhangfei, qui a été officier supérieur dans l'armée populaire de libération pendant de nombreuses années, et donc qui a une très bonne connaissance des réseaux d'infiltration. Et quand il a créé Huawei, donc il a proposé à un certain nombre de pays, en fait pratiquement au reste du monde, l'installation du réseau 5G. Et les États-Unis ont été les premiers à réagir en disant mais la 5G Huawei, il y a ce qu'on appelle des backdoors, des portes dérobées, qui donnent accès pour les ingénieurs de Huawei aux discussions, aux conversations téléphoniques, et qui permettent aussi de récupérer des données sur l'identité de ces personnes, leur adresse, leur nom, leur date de naissance, tout ça. Et voilà, donc c'est une forme d'espionnage. Si bien que donc, le gouvernement américain a interdit aux entreprises américaines d'acheter des produits Huawei et d'installer sur le sol américain la 5G Huawei. Et ensuite, là aussi, en fait, un certain nombre de pays ont ouvert les yeux, ont regardé ce qui se passait. Donc après, il y a eu un effet boule de neige. Alors, il y a eu le Royaume-Uni, il y a eu l'Australie, le Japon, Israël, puis ensuite la Pologne, les pays baltes. Puis ensuite, il y a eu la France, où c'est un peu plus compliqué, mais quand on regarde ce qui se passe, c'est vraiment une interdiction du réseau 5G en France. Donc, toute une série de pays ont emboîté le pas et ont fait la même chose. Voilà. Alors ensuite, il y a eu l'arrestation de Wang Mengzhou, donc la directrice financière de Huawei, qui a été arrêtée à Vancouver, je crois que c'était début 2018. Et le lendemain, 2 Canadiens ont été arrêtés en Chine. Donc, le gouvernement canadien et américain ont tous les deux dit, mais c'est un chantage, vous avez pris des otages. Donc, c'est une monnaie d'échange pour obtenir la libération de cette directrice financière de Huawei. Bien sûr, le gouvernement chinois a nié, a dit qu'il n'y a aucun rapport, mais bon, c'est bien le cas. Et le gouvernement chinois a montré les preuves que c'est bien le cas, parce que la semaine dernière, cette directrice financière a été libérée, elle a pu rentrer à Shenzhen, où elle a été accueillie comme une héroïne. Il y avait le tapis rouge, etc. Donc elle a fait des déclarations en disant c'est grâce à M. Xi Jinping que j'ai été libéré, merci le Parti communiste chinois, etc. Mais le fait même que ces 2 Canadiens ont été libérés quelques heures après, c'est la preuve qu'ils étaient des otages. Oui, tout à fait. Là, tout à l'heure, par exemple, on a parlé de toutes ces, comment dire, l'entreprise privée et publique qui collabore avec du PCC pour donner toutes les données privées. Oui. Et c'est-à-dire toutes ces plateformes numériques sont quand même, c'est-à-dire on doit méfier, en tout cas toutes les plateformes numériques chinoises, on doit se méfier. Oui. Et aussi par rapport, par exemple, je vous fais un exemple. Par rapport, il a parlé en Afrique. Il y a un scandale du siège de l'Union africaine.
C'est-à-dire le siège a été construit par une entreprise chinoise et qui a été truffé de micros et les systèmes informatiques. C'est-à-dire les agents, comment dire, le service chinois peut avoir l'intégralité des échanges. Et après, ce type de bâtiment en Afrique, il existe 186. Et bien sûr, ça c'est dans le projet de route de la soie. Voilà, les routes de la soie. Ben, écoutez, c'est très bien parce qu'on va en parler un peu. Donc, les routes de la soie, c'est M. Xi Jinping qui, après son arrivée au pouvoir en 2012, a annoncé ce projet pharaonique en 2013. C'est un projet considérable parce qu'il représente un total de 13 427 projets dans 165 pays sur 18 ans pour des investissements qui totalisent 843 milliards de dollars. C'est considérable, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les banques chinoises, surtout l'Exim Bank, ont proposé aux pays africains, essentiellement en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est, et ailleurs, même jusqu'au cœur de l'Europe, on en parlait, des prêts à taux réduits. Je crois que ça peut se discuter parce qu'en fait, on voit bien que c'est plutôt de l'ordre de 4,2% de taux d'intérêt. Donc, c'est finalement assez élevé. Donc, l'Exim Bank a proposé des prêts sans prendre en compte les aspects droits humains. Ça ne les intéressait pas du tout. Donc, on se cachait les yeux en disant tout va bien, on ne regarde pas ce que vous faites, on vous donne de l'argent. Alors que l'Occident, lui, quand il consent des prêts, il regarde ce qui se passe sur le plan des droits humains, donc c'est un peu plus compliqué. Donc l'Afrique s'est endettée, l'Asie du Sud-Est et ailleurs, l'Asie centrale, et donc des prêts importants, un taux d'endettement souvent considérable, qui va jusqu'à représenter 10% du PIB de certains pays africains. Donc un jour, les autorités chinoises en disant maintenant vous allez rembourser. Et puis en face, un certain nombre de ces pays n'étaient pas capables de rembourser. Ils n'avaient pas l'argent nécessaire. Donc ils faisaient défaut sur leur dette. Et alors, les négociateurs chinois viennent les voir en disant écoutez, on va trouver une solution. En fait, il n'y en a qu'une seule. C'est que pour rembourser votre dette, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez nous concéder un bail amphithéotique de 99 ans sur des ports, des aéroports, des voies ferrées, des infrastructures. Et ça, c'est ce qu'on appelle le piège de la dette. Et le piège de la dette, donc un certain nombre de ces pays en sont arrivés là. Et quand on cède ces bails amphithéotiques, ça a un nom, ce sont des abandons de souveraineté. Et en Afrique, un certain nombre de pays maintenant ont réalisé qu'il était déjà trop tard, donc ils sont obligés de céder ces infrastructures. Alors il y a une révolte aujourd'hui contre les routes de la soie un peu partout, en Afrique, dans un certain nombre de pays, et ça va très loin parce que regardez ce qui s'est passé dans les routes de la soie en Europe, au cœur de l'Europe. Il y a eu la Grèce qui a cédé le port du Pirée. Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais maintenant le port du Pirée, à peu près dans sa totalité, géré par des Chinois. Ensuite, il y a eu en Italie 2 ports qui ont été ouverts où des contrats ont été signés dans le cadre des routes de la soie, notamment le port de Gênes. Et puis un jour, le gouvernement italien s'est rendu compte qu'il avait cédé aux autorités chinoises un port de Gênes qui est névralgique et qui est extrêmement important dans le dispositif italien. Et alors après, il y a eu d'autres cas en Croatie l'année dernière. La Chine a octroyé, je crois que c'est 5 milliards de dollars pour la construction d'une autoroute qui passe dans des tunnels. Et cette autoroute, donc, elle a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Elle a été construite d'ailleurs exclusivement par les ouvriers chinois qui sont venus sur place, pas des ouvriers croates. Et puis un jour, il a fallu rembourser. Et là aussi, la Croatie s'est rendue compte qu'elle n'avait pas les moyens de le faire. Donc, elle s'est retournée vers l'Union européenne en disant est-ce que vous pouvez nous aider?
Donc, dans un premier temps, la Commission européenne a dit non, vous avez des prêts chinois, nous, on ne veut pas se mêler de ça, ce sont vos affaires. Puis après, les autorités croates ont insisté en disant, écoutez, si vous ne faites pas ça, pour nous, c'est la faillite, c'est la banqueroute complète. Et donc, la réponse a été, écoutez, on va voir, on va essayer d'imaginer une façon pour vous de vous aider, mais partiellement, pas tout, mais un peu. Voilà. C'est-à-dire, en fait, à travers les nouvelles routes de la soie, les pays perdent leur souveraineté et aussi infiltrés par la Chine, en fait. Ah ben, tout à fait. Les routes de la soie, c'est quoi? Certes, c'est le progrès économique pour un certain nombre de ces pays, parce que la Chine vient construire des autoroutes, des ports, des aéroports, des voies ferrées, que personne en Occident ne pouvait faire, n'a jamais proposé. Pour l'Afrique, c'est une sorte de développement économique. En même temps, pour la Chine, c'est une opération politique pour étendre son influence dans toutes ces régions. Ouais. Mais le vrai bénéficiaire, c'est la Chine. Ah ben, bien sûr, bien entendu. Mais là aussi, donc, on a parlé de ces mouvements de révolte contre le piège de la dette, mais il y a autre chose qui est en train de se passer, c'est que les autorités chinoises n'ont plus les moyens financiers pour octroyer des prêts, parce que la Chine est très endettée. Il y a une bulle financière, mais actuellement immobilière. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Evergrande? Ouais. Donc, cette bulle immobilière a commencé à éclater avec le groupe Evergrande. Ouais. Donc, la Chine n'a plus les moyens, donc c'est un autre ressort qui s'est cassé et qui montre que les routes de la soie aujourd'hui rencontrent des obstacles. Ouais. En fait, la conclusion de ce rapport, c'est un moment machiavélien. Voilà. Et quelle est la vôtre? C'est Machiavel en action, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est quand même incroyable, c'est-à-dire ce rapport qui vient de l'école militaire, c'est-à-dire qu'il peut atteindre une telle hauteur. C'est une fierté pour les Français et la France. Oui, je pense. Je suis fier d'être français, je vous le dis. Les yeux dans les yeux. C'est le pays des droits de l'homme. Ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que c'est idéal. Il reste enraciné en France. Ouais. Est-ce que vous pensez peut-être bientôt, peut-être dans le gouvernement français, dans l'armée française, il peut y avoir certains, des actions concrètes qu'il peut mener? Moi, je pense que oui. Ce mouvement est en cours. Il a commencé il y a quelques années, il va se poursuivre. Et donc, il y a une prise de conscience générale dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en France, en Allemagne. C'est un peu moins le cas en Hongrie actuellement avec M. Orbán, qui est un grand copain de M. Xi Jinping, donc ça prendra un peu plus de temps. Mais même en Hongrie, il y a une opposition aujourd'hui. À Budapest, il y a des rues qui ont pour nom, il y a des plaques maintenant de rue Dalai Lama. Il y a rue Yoshua Wong, donc ce jeune démocrate de Hong Kong. Donc les passants qui se promènent dans ces rues regardent ces noms de rues, ça les interpelle. Ils se demandent, tiens, ça c'est intéressant ça. Donc ils cherchent à s'informer, à se documenter. Ça participe à la prise de conscience de ce qui se passe au Tibet, au Xinjiang, à Hong Kong. Donc, selon vous, quels seront les impacts de ce rapport sur la France ou dans le monde? Là, je vous l'ai dit au début de cette interview, je pense que c'est un marqueur important, le premier depuis très longtemps, donc qui va produire, je pense, certains effets, y compris parmi les élites françaises et européennes. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour lutter contre ces opérations? Ça prendra du temps. Je pense que la population française, les Français ne s'intéressent pas beaucoup à tout ça. Ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Et donc, il faut leur expliquer. Il faut faire une espèce de pédagogie pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux pour aujourd'hui et pour demain, pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Donc, c'est le début d'un processus.
Et donc, ce rapport, c'est une pierre blanche, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les personnes qui pensent que la menace du Parti communiste chinois est très, très loin de nous? Non, je pense tout le contraire, c'est qu'elle est très proche de nous, cette menace. Elle est très proche parce que maintenant, il y a le début d'une prise de conscience sur le fait que cette menace chinoise, elle nous concerne tous. Que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, que ce soit Taïwan, parce que Taïwan c'est très important, il y a une prise de conscience. Donc voilà, donc cette menace, elle nous concerne, on doit la regarder, on doit la comprendre, on doit se documenter, on doit faire un minimum de recherche. Les rapports, maintenant, il y en a. Il y a une pédagogie qui est en train de s'installer. On en a parlé. Les instituts Confucius se ferment les uns après les autres. C'est pareil en Allemagne. Hein. C'est beaucoup plus important en Allemagne. Ça a commencé aux États-Unis. Donc, cette prise de conscience, elle a commencé, elle va se poursuivre. Ok, merci beaucoup, Pierre-Antoine. Je vous en prie.